Bienvenue sur Entrepreneureuse, le podcast qui met en lumière des parcours inspirants et des initiatives innovantes. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent, s'engagent et transforment le monde à leur échelle. Entre audace, équilibre et impact, chaque épisode est une source d'inspiration. Alors, prête à explorer ces histoires fascinantes ? C'est parti, installez-vous confortablement et bon épisode. Bonjour. Coucou. Trop contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Trop contente d'être là. Avec grand plaisir. Je te propose qu'on commence cette interview par une question un peu brise-glace. Vas-y. Ton tatouage préféré, c'est lequel et pourquoi ? Waouh. Mon tatouage préféré, franchement, c'est le penseur de Rodin. On imagine qu'il est ici, en fait, et il est en sketchy. Il est dessiné. Et j'en suis grave fière parce qu'en fait, j'ai une histoire avec le penseur de Rodin quand j'avais 7 ans, où on avait fait une sortie scolaire au musée Rodin, et je sais pas, j'avais été hypnotisée par la statue du penseur. Je sais pas, ça m'avait inspiré quelque chose de familier et en même temps de tellement majestueux. Et ça m'a suivi parce qu'après, à 16 ans, on devait faire les TPE, tu sais, en première ou je sais pas quoi. Et j'en avais pas mal parlé pendant mon TPE. Et ensuite, on devait faire... putain, c'était quoi? C'était... ouais, j'avais pris spécialisation art plastique et j'avais fait une planche entière sur le penseur de Rodin. Limite, j'avais vraiment spécialisé mon oral d'art plastique dessus. Et ça symbolise pour moi l'introspection, la remise en question, le fait de tout le temps être dans l'analyse, dans l'observation, et c'est grave des choses qui me parlent en fait. Donc j'en ai plein des tatous, mais celui-là, je sais pas, il a une place spéciale. Et tu sais, quand j'en parle aux gens, souvent ils sont étonnés parce qu'ils me disent, mais en fait c'est bizarre parce que ton tatouage préféré, limite s'il est caché, tu le vois jamais. Alors il se trouve qu'effectivement le truc il fait ça, donc je pouvais pas le mettre où je voulais non plus, donc c'était obligé, c'est l'arrière-bras. Tu le vois l'été au moins. Enfin, les gens les voient plutôt l'été. C'est les gens qui le voient, moi je le vois jamais. Mais quand je le vois en photo, je suis très contente. Trop cool, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous expliquer ton parcours, quelles ont été les étapes marquantes et comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, écoute, moi j'ai créé Check le média, là présentement c'est ce que je fais. Donc ça fait depuis septembre que j'ai créé un média où je parle autant de santé mentale que d'entrepreneuriat, de travail, d'impact. Et au final c'est même pas moi qui en parle, en fait c'est mes invités. Moi j'interviewe et c'est trop bien, t'écoutes des gens incroyables, beaucoup des personnalités publiques, des ministres, des chanteurs, acteurs, humoristes, vraiment tous les univers. Et je trouve que c'est intéressant parce que de donner ces sujets-là à des personnes qui ont de la notoriété, surtout les sujets liés à la santé mentale, ça banalise en fait la culpabilité qu'on peut ressentir quand peut-être des fois on se dit qu'on est nul, que on est moins bien que les gens sur les réseaux parce qu'on a des mauvaises périodes et qu'on en voit qui réussissent. En fait, quand tu vois des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui ont les mêmes problèmes que toi, ça normalise. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cet axe était intéressant. Donc, je fais ça et ça me rend très heureuse. Je suis aussi ghostwriter, donc j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que je fais? Je suis conférencière aussi et je suis marraine d'asso, pas mal. Je donne un peu de mon temps, surtout via ma visibilité sur LinkedIn, à des assos qui font des tafs incroyables. Donc, je suis ambassadrice de la Fondation Le Refuge qui protège les jeunes LGBT+, qui sont mis à la rue par leur famille. Mots et mots de femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Partage aussi, qui crée des maisons de la diversité pour lutter contre l'isolement des personnes âgées LGBT+. Il y a aussi les missions locales qui m'ont beaucoup aidée quand j'étais plus jeune, qui accompagnent des jeunes dans la réinsertion personnelle et professionnelle. Et aujourd'hui, je suis leur marraine. Et je suis ambassadrice d'un autre, Solidarité 06 aussi, qui accompagne les personnes sans abri à Nice, qui vraiment leur donne une énorme part d'humanité à travers des maisons d'accueil de jour pour les femmes. Font un travail génial. Et moi, mon parcours, écoute, à la base, c'était pas ça. Hein. C'était du salariat bancal, une vie familiale chaotique, avec une mère vraiment démissionnaire et violente. Et du coup, mise à la rue assez tôt, entre mes 18 et mes 19 ans, j'ai été plusieurs fois mise à la rue par ma mère. Il y a une fois où je choisis de ne pas revenir et où je suis prise en charge par une association pour jeunes sans-abri à Nice et par les missions locales. Ils me placent en foyer de jeunes travailleurs et c'est le début de ma vie seule, mais libre. Et si c'était à refaire, je le ferais 100 fois de la même façon parce que quand t'es conditionné
En fait, avoir un toit sur la tête, ça fait pas tout. Quand tu es conditionné par quelqu'un qui te fait te sentir tout le temps comme une merde et qui t'humilie et qui te rabaisse, tu peux pas avoir d'ambition dans ta vie, tu peux même pas prendre conscience que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Alors en fait, mon travail sur moi-même et ma réalisation de mes compétences et même mon estime de moi-même, tout ça, je l'ai trouvé à partir de mes 19 ans, quand j'étais plus chez ma mère, parce que progressivement, elle n'avait plus d'emprise sur moi. Et tout le rabaissement quotidien qu'elle faisait, ça se détachait de moi au fil des jours où je n'étais plus en contact avec elle. Et du coup, tout ce travail a fait à ce qu'un jour, je me dise, bah vas-y, peut-être que tu peux travailler dans la com, parce que je faisais que des tafs alimentaires et j'étais pas heureuse. Et ça marchait pas, parce que j'ai pas de diplôme là-dedans, pas de formation, rien. Et j'ai été obligée de finir sur LinkedIn parce que c'est le seul endroit où j'avais pas essayé de trouver du taf. Et ça a marché pour moi parce que au bout d'un mois sur LinkedIn, j'ai fait un post à 2 millions de vues, 23 000 likes et j'ai reçu plus de 200 propositions d'emploi. Ça, c'était fin octobre 2021 et depuis, ça n'a plus arrêté. J'ai été contactée par BFM Business pour être chroniqueuse. J'ai la branche pro du groupe Albin Michel, les éditions Vibert, qui m'ont demandé d'écrire un livre. Vivatech, c'est le plus grand événement tech, start-up et innovation d'Europe. Bah, depuis que je suis sur LinkedIn, chaque année, j'y suis pour soit être speaker, soit être animatrice. Et puis, ça m'a ouvert tellement, tellement, tellement de portes. Là, il y a un énorme événement que je vais faire en avril. Je peux pas en parler dans le détail, mais c'est un truc que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Et tout ça, vraiment, c'est LinkedIn. En fait, LinkedIn m'a donné une voix, LinkedIn m'a donné une existence publique et m'a fait prendre conscience que j'avais des messages à faire passer et que ces messages-là, ils avaient besoin d'être entendus. Et que ça soit à travers des gens ou des entreprises en fait qui voulaient bosser avec moi. Ça m'a tout offert, ça m'a offert la liberté financière, ça m'a tout offert. Enfin, vraiment, ça a changé ma vie LinkedIn. Mais du coup, tout part de LinkedIn hein, finalement, parce C'est qu'avant, ouf. avant c'était pas ça hein, du tout. Hein. Comme quoi, la réussite passe aussi sans diplôme et en se construisant nous-mêmes, quoi. Ah mais de fou, bah oui, mais puis c'est ça. Après, il y a toujours une part de chance. Moi, je suis pas convaincue que si j'avais commencé LinkedIn maintenant, ça aurait pu se passer comme ça. C'est que je suis arrivée au bon moment dessus, avec aussi peut-être le bon état d'esprit, la bonne stratégie. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les années, bah, j'y serais allée un peu moins tout feu tout flamme, j'aurais trop réfléchi Mm. et du coup ça aurait pas eu la même résonance. C'est pour ça, je pense que c'est un alignement de choses. Après, moi, je pense que tout arrive pour une raison et que voilà, il fallait que je galère pour avoir des trucs à raconter derrière dessus, quoi. Sinon, j'aurais pas eu grand-chose à dire. Et t'es un bel exemple parce qu'il y a plein de personnes qui stressent un peu publier sur LinkedIn et qui a un cap à passer de publier dessus. Donc, si ça peut donner l'impulsion à des personnes de le faire, franchement, Ouais, let's de go. fou. Bah franchement, avec grand plaisir hein, pour que ça aide les gens, que ça les inspire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de barrières mentales. Hein, c'est très juste ce que tu dis. Moi, j'en ai pas, j'ai cette chance. Je les ai détruites vraiment. Aujourd'hui, j'ai plus peur de rien dans ce que je fais. Je suis pas stressée. Ça étonne souvent quand j'arrive et que j'anime des événements. On me dit, t'es pas stressée. Je suis pas stressée. Trop bien. Et c'est vrai que beaucoup de gens se mettent des pensées limitantes. Et je pense que ouais, les messages contraires à ça, c'est de l'inspirationnel. Donc on peut dire oui, mais ça sert à rien, tout ça. Ah, mine de rien, ça s'imprègne dans la tête et ça fait son chemin, quoi. On va revenir du coup à ton média, Check le média. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine du coup de ce média et quelles sont tes motivations, tes intentions derrière la création de ce média? Ouais, bah, j'ai créé Check le Média pour me sauver moi-même parce que j'ai eu une période compliquée personnellement et professionnellement l'année dernière. Je trouvais plus de sens dans ma vie, dans moi. Pourtant, je gagnais très 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 bien ma vie. Ça montre que l'argent ne fait pas le bonheur. Il me manquait de l'humain. Et j'ai créé Check le Média pour écouter les autres, parce que je parle beaucoup de moi dans tout ce que je fais. Je parle de moi sur LinkedIn. Je fais beaucoup d'interviews pour parler de moi. J'en ai fait plus de 100 ou 150. Et au début, ton ego est content de ça. Parce que on s'intéresse à toi, surtout quand, comme moi, tu as été une enfant seule et qu'on ne s'était jamais intéressé à toi. Mais tu te lasses très vite de ça. Et il me manquait vraiment de l'authenticité.
Et c'est un problème quand ton fond de commerce, c'est l'authenticité dans tout ce que tu fais. Et là, je me suis dit, mais en fait, enfin, tu préfères aujourd'hui écouter les autres. Et il y a des gens qui ont des choses passionnantes à transmettre. Et tes sujets, c'est toujours les mêmes depuis que tu as 16 ans sur les réseaux. Parce que moi, je crée du contenu depuis que j'ai 16 ans. Donc, analyse-les et fais-en un média à part entière. Donc, ça a donné lieu à 4 rubriques. Donc, il y a la rubrique entrepreneur qui est sponsorisée par BPI. Je les aime d'amour. Il y a la rubrique travail. Il y a la rubrique santé mentale et la rubrique impact avec du coup des humains, des associations engagées qui viennent parler de ce qu'ils font. Et globalement, ouais, encore une fois, il y a un angle. Je reçois vraiment des personnalités publiques qui viennent et qui normalisent beaucoup de sujets et qui donnent aussi du crédit à certains sujets qui parfois sont considérés comme tabous. Et de leur bouche à eux, qui sont très suivis, ça a du poids et ça a vraiment de l'impact. Après, on va pas se mentir, il y a aussi une décision complètement stratégique, hein, de visibilité aussi par rapport à cette cible-là. Mais moi, en fait, tu vois, j'ai 31 ans et j'avais envie de réaliser mes rêves. Moi, check le média, j'ai pas honte de le dire, ça, je vais vraiment dire ça. C'est la pensée unique. Et moi, j'ai pas de mal à le dire. C'est que tu vois, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec une pote qui m'a dit ouais, tu sais, je suis copine avec elle, elle a un média, elle a un podcast. Et c'est une meuf ultra de gauche et très, très avec des valeurs pourtant, tu vois, qui sont vraiment nobles. Et la meuf envisage d'inviter Jordan Bardella dans son podcast. Et c'est une forme de journalisme. C'est une forme de journalisme de dire oui, mais c'est intéressant de voir de l'autre côté comment ils pensent. Bah, c'est pas la mienne. Moi, en fait, si tu regardes mes interviews, je les commente toutes par ma star. Je suis fan de toi, je t'admire, j'adore ce que tu fais, t'es hyper inspirant. En fait, c'est pas que je suis pas capable, parce que je suis capable. Tout le monde est capable de parler avec des gens qu'on n'aime pas. Enfin, à un moment, on sait se tenir, hein. Mais je n'en ai pas envie. Et moi, aujourd'hui, je suis libre financièrement. Si je fais ce média, c'est pour kiffer, en fait. Et je kiffe pas en discutant avec Jordan Bardella. Donc, c'est pour ça, ça me fait rire de dire c'est la pensée unique, parce que vraiment, dedans, j'invite que des gens qui, pour moi, pourraient être mes potes. Mais vraiment, dont j'admire les engagements. J'ai eu Jennifer Ayash de Superviews, qui est exceptionnelle. J'ai eu Lucie Lucas, premier rôle de Clem sur TF1, qui est hyper engagée dans l'écologie. Je vais avoir Salomé Saké, qui est un parti pris que j'assume à 3000%. Je suis admirative profondément, comme Élise Lucet, de son style de journalisme, qui est... Bon, Élise Lucet, c'est un autre style. Elle est plus frontale. Salomé, c'est vraiment de l'information. Elle est factuelle. Elle ne te donne pas d'injonction pour penser quelque chose. Elle t'amène toi tout seul à penser quelque chose. Et il se trouve qu'elle est du bon côté de la barrière aussi. Mais je suis très heureuse aussi d'avoir cet impact-là. Donc après, voilà, faut tout type de journaliste, mais moi, je suis ce style-là. Et je suis très fière de ça, parce qu'encore une fois, c'est aussi une forme d'information. Et puis, je pars du principe aussi que les gens sont intelligents et se font aussi l'opinion qu'ils veulent. Bon, ça, c'est un autre sujet après, mais non, c'est super. Et puis, tu vois, je réalise mes rêves, ça me donne accès à des gens, mais jamais de ma vie, tu vois. J'étais dans ma cité, j'avais 18 ans. Ma mère, elle m'insultait tous les jours. Jamais de ma vie, je me disais que je pourrais interviewer Elisabeth Moreno, ancienne ministre, Marlène Schiappa, interviewer des gens, je vais avoir Eddie de Preto. Enfin, c'est en fait, c'est même valorisant de fou pour moi. Et c'est un symbole pour tous les gens qui viennent des cités de dire, en fait, bah, on existe, nous, auprès de ces gens qui font des trucs de ouf, et on n'est pas rien. Et on peut arriver, nous, à être face à eux et à ce qu'ils nous considèrent. Et Faire des trucs de ouf aussi. bah ouais, et ça, je trouve, franchement, c'est un message fort aussi, parce que c'est pas n'importe qui l'incarne, c'est moi avec mon histoire. Moi, je suis une meuf, j'ai grandi à Alfortville dans le 94, tu vois, donc j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai aucun diplôme, rien. Je suis autodidacte. Et même pour tous les gens qui pensent à se reconvertir et tout, je trouve le message, il est fort. C'est pour ça, franchement, je suis contente de fou de l'incarnation du média par moi, par les invités, par tout le monde. Et ça changera jamais. Tu vois, tu peux me demander d'interviewer des gens qui font des millions d'abonnés, mais qui ont des pensées qui vont pas dans le sens de la mienne, et je l'assume totalement. Que ça soit en termes
Quand je dis pas dans le sens de la mienne, c'est vraiment sur des sujets qui peuvent être dangereux, en fait, sociétalement. Ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment. Pas du tout, du tout, du tout, quoi. C'est pas mon créneau. Je laisse ça à d'autres. C'est pas mon truc. Et tout à l'heure, tu disais que tu ressentais pas de stress, que tu avais Ouais. réussi à briser plein de barrières. Quel rôle jouent les émotions dans ton quotidien, dans ton activité professionnelle aussi, et comment tu les intègres dans ton travail? J'ai un rapport désastreux à mes émotions, hein. Ouais, c'est compliqué. En fait, quand t'as ta mère qui t'insulte matin et soir, c'est difficile d'être connecté à ses émotions. Tu te protèges, t'es obligé pour survivre. Et quand t'es adulte et que ça va mieux, tu choisis pas de reconnecter tes émotions. Donc aujourd'hui, je suis très déconnectée émotionnellement. J'ai eu ma vie de jeune adulte où j'ai été trop connectée à mes émotions, où j'étais trop sensible, où j'étais agressée partout, où je vivais très 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 mal le conflit. Juste quelqu'un était pas d'accord avec moi et qu'il fallait que je verbalise que bah moi ça m'allait pas, je tremblais, j'étais vraiment pas bien et au bout d'un moment je supportais plus ça et ce moment c'est quand j'ai commencé à faire de la télé, quand j'ai commencé à être sur BFM, je me suis rendu compte que j'arriverais jamais à survivre dans ce milieu si j'étais autant réceptive aux énergies des gens. Le problème c'est que je suis très réceptive en général aux énergies des gens. Moi, je refuse de bosser avec des gens juste si instinctivement je sens pas leur énergie alors qu'ils m'ont rien fait. Je suis grave mon instinct. Et sur BFM, un jour, je suis arrivée et l'animatrice, elle était un peu angoissée. On m'a demandé de changer ma chronique en dernière minute et tout. Et ça m'a mis dans un état de stress de fou, de fou, de fou, de fou. J'ai eu un blackout pendant ma chronique. Je suis sortie du plateau, j'ai pleuré pendant 2 heures. Et en fait, je suis très reconnaissante envers l'animatrice parce que elle m'a parlé 1h30 après et elle m'a dit qu'elle aussi était sensible et que quand on est comme ça, il faut se mettre dans sa bulle, s'ancrer uniquement à soi-même et que même si tout prend feu autour de soi, on s'en fout, on se concentre que sur nous. Donc j'ai appris à être égoïste et depuis ça va beaucoup mieux. En fait, enfin, à partir du moment où tu es dicté par l'extérieur, ta vie c'est un cauchemar. Et aujourd'hui, moi, ma vie, c'est que travailler avec des gens qui sont stressés. T'as les gens de la régie, ils courent partout. T'as les gens de la logistique qui t'accueillent quand t'arrives à un événement, ils sont très gentils, mais ils sont forcément hyper speed parce qu'ils t'accueillent toi, mais ils en accueillent 20 derrière parce que ça s'enchaîne quand tu dois faire des seuls en scène ou des trucs comme ça. Donc, t'es obligé, toi, d'être imperméable à ça, parce que si tu t'imprègnes de la régisseuse qui est stressée, ça te met dans un état impossible, et en fait, tu foires tout. Donc, moi, c'est pour ça, moi, je vois les gens, ils sont stressés, je suis là, moi, ça me fait rire. Et au contraire, moi, j'essaye de les détendre, et je suis pas stressée, mais c'est un travail énorme, et c'était un travail pour durer dans ce milieu qui me plaît beaucoup, qui a ses défauts. Euh, je pense que la télé est très très pervertie, honnêtement, et pour avoir interviewé pas mal de gens qui ont fait de la télé ou qui sont encore dedans, c'est un fait, c'est un milieu qui est très perverti. Moi, il se trouve que par la force des choses, parce que je suis pas là pour mentir, bah, ce que je voulais faire en télé, c'est-à-dire bah, tu vois, des émissions comme Quotidien, etc., ça ne s'est jamais présenté à moi. Donc, au lieu de me lamenter sur mon sort, j'ai voulu créer mon média. Et en fait, je me dis que c'est 100 fois mieux comme ça, parce qu'en fait, je suis libre. Et j'ai pas de stress qui m'est imposé, j'ai pas de cadre qui m'est imposé, je fais ce que je veux. Et en fait, je pense, je fais tout dans ma vie en sorte pour ne pas devenir quelqu'un de stressé et d'anxieux. Je dépends de personne. Ça, c'est la chose la plus précieuse au monde. J'ai commencé l'entrepreneuriat, on était en juin 2022. En 1 an et demi, j'avais de quoi acheter ma baraque content. J'ai acheté ma baraque. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Donc, c'est pour ça que tu vois, enfin, ce média, il m'a sauvé et en même temps, il m'a ouvert les yeux sur le fait que j'idéalisais grave le monde de la télé. Et en fait, c'est pas si ouf que ça. Et au final, moi, la liberté que j'ai aujourd'hui, Ça n'a pas de prix, quoi. ça n'a pas de prix. Et finalement, bah, c'est peut-être vers ça que j'ai envie d'aller, quoi. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est que ça guérit ton ego, en fait, hein. Parce qu'au début, tu te dis, ah, la télé, parce qu'il y a que ça, parce que, oh là là, mais si je fais un petit média, parce que ce sera forcément un petit média, personne ne me connaît, et
De toute façon, c'est mon objectif, c'est qu'on me voit, qu'on m'entende. Du coup, c'est la télé. Mais tu guéris ton ego, je pense, quand juste, au-delà de ça, t'es content du fond et plus du fond que de la forme. Et c'est ce que j'ai trouvé avec mon média. En vrai, enfin, je fais quand même ma place. Là, Check le média, ça existe depuis un peu plus de 3 mois. C'est 1 million de vues par mois sur Insta. Et je suis contente parce que j'ai le respect de certains grands agents. Bah, j'embrasse Anthony, qui est par exemple le RP de Tania Dutel, qui est une immense humoriste, qui est tout le temps complet en ce moment à la Scala. Elle joue les vendredis et les samedis. Et lui, il m'a dit, oui, oui, j'ai regardé ce que tu fais, qui t'es, ton média. Moi, j'envoie pas Tania chez n'importe qui. Et en fait, c'est le développement personnel, la fierté. Vraiment, c'est ça. Et puis la perception aussi. Donc ça, c'est trop bien. Des gens te fassent confiance, en fait, surtout. Et puis de toute façon, on a plus tendance maintenant à chercher un peu des médias indépendants qui vont aller vers notre courant de pensée plutôt que d'allumer la télé. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, plutôt que d'allumer la télé et d'avoir toujours les mêmes informations qui tournent en boucle, quoi. Bah alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que les consommateurs, oui, de fou. Et tout le monde me dit comme toi, en tant que consommateur, mais alors, les agents, c'est un enfer. Vraiment, ça, c'est la partie que je déteste. C'est fatigué, tu vois, ma gueule, je suis fatiguée. Parce qu'en fait, quand t'es pas quotidien, quand t'es pas TF1, quand t'es pas M6, soit on te répond pas, soit on te répond très peu à tes demandes d'interview. Enfin, je te dis ça pour les grandes célébrités que j'essaie d'avoir, c'est compliqué. Et je me rends vraiment compte que ça grave un milieu de connaissances, de mise en relation ou de rencontres. Tu vois, moi, il y a des personnalités publiques que je connais du coup maintenant grâce à des événements qu'on a fait en commun, où je sais qu'elles sont ultra occupées, mais qui m'ont dit OK pour une interview, mais je suis convaincue qu'avec toute l'humilité qu'elles ont, toute la gentillesse qu'elles ont, si j'étais passée par la voie classique, c'est-à-dire leur agent, il m'aurait dit, comme tous les agents me disent quasiment, ah non, mais là, le planning, il est full 1 an à l'avance. En plus, on n'est pas en promo et il ou elle sera pas en promo avant 8 mois. Et quand on sera en promo, ça sera trié sur le volet parce que l'agenda est ouf et tout. Et ouais, en fait, c'est le réseautage. Ça fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça. Mais je le sais, hein. Et comment t'expliques justement qu'on n'arrive pas à percer un peu cette bulle et qu'on n'arrive pas à s'introduire autrement que par ce biais-là, quoi. Mais en fait, c'est obligé. Et tu sais, en fait, moi aujourd'hui, je les comprends grave parce que je suis très très loin d'être à des niveaux comme Elise de Frito ou des gens comme ça en termes de visibilité. Mais au bout d'un moment, tu es obligé de faire des choix. Et en fait, un agent, de toute façon, il est au service de son talent. Donc l'agent, il va te dire non parce que le talent lui a donné des directives. Et moi, je sais que cette année, par exemple, c'est quelque chose que je vais être obligée de faire. J'ai donné plus de 100, 150 interviews pour parler de moi. Alors, quand c'est pour parler de Check le média, forcément, tu vois, c'est plus dans une démarche de promo, donc c'est important. Mais parler de moi, enfin, je respecte le travail de tout le monde, mais c'est vrai que c'est toujours un peu redondant, c'est toujours des questions qui reviennent. Et même moi, en fait, je kiffe plus trop l'exercice de parler de moi, parler de LinkedIn, etc. Parce que on tourne un peu en rond. Et moi, tu vois, là, je sors d'un déj et je disais à mon ami, je voulais pas hiérarchiser et dire, ok, si c'est Énergie ou si c'est RTL ou si c'est le Parisien, ok, mais si c'est d'autres interviews, je pourrais pas parce que là, mon média, il me prend tout mon temps. Moi, je suis une maniaque du contrôle, je délègue très 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 peu de choses. Et c'est pour ça que là, ce temps, je vais vraiment en avoir besoin cette année pour le média. Et même moi, du coup, c'est vrai que je vois plus trop de sens à toutes ces interviews. En fait, ça alimente plus, je pense, ma part d'ego, elle est guérie, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais du coup, je les comprends parce que moi, j'en suis à un très, 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 très petit stade de notoriété. Mais t'as des gens comme Adèle Exarchopoulos, comme François Civil, ils ont plus rien à prouver. Donc en fait, c'est juste normal et je les comprends qu'ils vont faire des choix. Donc c'est pour ça que ces gens-là, je pense que si un jour je les croise pas et qu'ils m'aiment bien et qu'ils vont me dire ouais ouais de ouf, jamais leur agent ils vont me dire oui parce que ils sont sursollicités et en fait c'est des marques à eux tout seuls. Limite ils ont même pas besoin de promo, ils ont même pas besoin de promo. C'est comme tu vois, je l'aime énormément Salomé Saké, tu vois, on en parlait. Salomé Saké, elle a pas fait de promo sur son livre Résister Il a tellement marché. et
mais il a surcartonné. Il a été réimprimé, je crois, 2 ou 3 fois parce qu'elle est sa propre marque. Mm. Et c'est des gens, ils en sont à ce niveau-là. C'est pour ça, enfin, je comprends. C'est quelque chose que je comprenais pas au début et j'étais très dure hein, envers ces gens-là. Euh, J'entendais des gens qui, justement filtraient les interviews. Je me disais, mais ils se la pètent, ils se prennent pour qui? Et je disais tout à l'heure à mon ami, je disais, en fait, ouais, je le vis hyper mal de me projeter et de dire, en gros, toi, tu mérites pas mon temps. Toi, tu t'es pas assez bien pour moi parce qu'au final, ça revient à dire ça, quelque part. Mais en fait, quand ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse, t'es obligé, sinon tu sacrifies ta santé mentale dans l'histoire. Et tu peux pas rendre service aussi à tout le monde. Et c'est vrai que c'est des choix, hein. Mais franchement, c'est chaud, hein. C'est de la priorisation, en vrai, même à notre échelle, enfin à mon échelle en tout cas, il faut en faire. Alors c'est ce que tu dis, quand t'as quelqu'un qui est hyper connu en face de toi, bah forcément, tu Bah dois ouais. prioriser quoi. Moi, je les comprends. Je les comprends, c'est pour ça, j'ai eu la chance à des événements de croiser Eddie de Préto. On a mangé dans la même table au Gala du Refuge, donc forcément, ça crée des liens. Enfin, ça crée des liens, c'est pas mon ami, hein, mais Ça te fait un contact. bah, je lui ai proposé, son agent était avec lui, je lui ai proposé l'interview. Bah, je l'ai eu en face de moi, il m'a dit oui. Mais je pense que vraiment, c'est parce qu'on s'est rencontrés en vrai, tu vois.